Place à la conférence de nos comédiens de doublage, Enzo Razzito et Alexis Thomasian. Je compte sur vous pour les accueillir comme il se doit. Faites-moi un tonnerre d'applaudissements pour nos comédiens. Installez-vous ici, messieurs. Salut. Bonjour tout le monde. Enzo Razzito et Alexis Thomasian. Regardez-moi ça. Alors, non, vous retournez pas, il n'y a pas vos photos, les gars. Il y a juste vos noms, hein, d'accord? Comment ça va? Ça va bien et toi? Super. Ça va super, un plaisir de vous accueillir sur cette scène du Chibi Rouen. C'est une première. J'ai fait pas mal de comédiens de doublage dans ma carrière. Et vous deux, c'est la première fois, vraiment. Donc, alors, je ne vais pas vous dire que je suis stressé, non, pas du tout. Mais je suis très heureux, vraiment, de vous avoir, puisque, encore une fois, je vais vous dire ce que je dis à chaque fois à tout le monde. Vous faites partie de la pop culture et surtout, eh bien, vous avez pour beaucoup, dont moi, surtout, bon, Alexis, toi, Enzo, tu es encore assez jeune quand même dans le métier, vous faites partie de ces gens qui ont bercé mon enfance. C'est un plaisir. Voilà. Et c'est un plaisir, c'est pour ça que c'est un plaisir. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors, je vous le disais en amont, Alexis, Enzo, comment ça va se passer? Je vais vous poser quelques questions, mais c'est surtout, je pense, la conférence du public, la conférence des gens qui sont venus ici au Chibi Rouen pour vous rencontrer, puisque vous serez en dédicace tout à l'heure, et surtout pour vous poser quelques questions un petit peu sur votre carrière. On va commencer avec la question de base lambda, mais moi, toujours, ça m'intéresse. Alexis, Enzo, comment vous avez commencé dans le milieu? Qu'est-ce qui vous a amené à la comédie? Vas-y. Alors, moi j'ai commencé dans la comédie musicale du Roi Lion, en faisant Simba au théâtre Mogador. Donc j'ai appris à chanter, à danser, à faire du théâtre. Et ensuite j'ai été repéré donc à l'âge de 8 ans pour faire mon premier essai sur un Mickey avec Perrette Pradier. Un Mickey, tu as dit, Ouais, c'est ça? Mickey. Okay. Et j'ai adoré le doublage. Donc j'ai continué là-dedans et j'ai été repéré pour faire Henry dans Once Upon a Time pendant donc de longues années. Et c'est là où en fait je me suis formé au doublage et j'ai appris ce que c'était de faire ce métier. Donc voilà, moi j'ai continué aussi dans le chant, au cinéma et c'est un métier piège en fait le doublage parce que quand tu rentres dedans, tu tombes amoureux très vite et tu veux plus arrêter. Donc voilà, et donc ensuite après j'ai continué aussi avec les animés, qui est ma passion. C'est vrai ça? On va en parler tout à l'heure, hein, Enzo. Ouais, c'est vrai. Ok. Et voilà, donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et j'adore partager ces moments avec vous. Merci, applaudissements s'il vous plaît. Bon, finalement, toi Alexis, tu vas dire que ça remonte à un peu plus longtemps, c'est 1990. Ouais, j'étais passionné, enfant, j'étais passionné de comédie, de chant, tout ça. Et un jour, il y avait Patrick Braoudé qui cherchait des enfants pour son premier film qui s'appelait Génial, mes parents divorcent. C'était un film avec plein de gosses. J'ai passé le casting et j'ai été pris. Et donc, je me suis éclaté sur ce tournage. C'était l'été de mes 10 ans. Il m'a fait chanter la chanson du générique, il m'a donné un rôle dedans et tout, c'était l'éclate. Et suite à ça, ça a un peu enchaîné, comme à l'époque, il cherchait des enfants qui aimaient ça et qui avaient envie de le faire. Donc j'ai tourné dans d'autres téléfilms. Après, dans le doublage, pareil, il cherchait des enfants, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup des femmes qui faisaient les petits garçons dans les films. Donc un petit garçon qui avait envie de faire ça, ils m'ont testé. Et j'avais fait mon premier film, c'était Junior le Terrible, un gamin qui faisait que des conneries. C'était génial. Puis après, ils m'ont pris dans l'animation, j'ai fait les Razmoquettes. Et puis après, ça s'est enchaîné, plein de trucs, quoi. Voilà, je suis rentré comme ça. Ok, donc ouais, une carrière qui a débuté très tôt, mais comédie musicale aussi, dans Les Misérables, j'ai fait Gavroche et tout. Ouais, c'est vrai. C'était vous avez fait tous les deux de la comédie musicale, finalement. Ouais. Mais alors, c'est ça qui est très intéressant. Tu as commencé avec de l'acting, avec Génial, mes parents divorcent. En plus, c'est marrant que tu me dis ça parce que je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps avec ma fille. Et du coup, j'ai totalement en tête ton rôle, tu vois. Donc, c'est assez intéressant. Toi, Enzo, la comédie musicale, Le Roi Lion, donc une comédie musicale qui est très importante quand même, avec le rôle de Simba, donc l'un des rôles principaux réellement. Et tu veux te lancer un petit peu plus sur les planches, faire du théâtre ou autre. C'est quelque chose qui t'intéresse en plus du doublage ou pas? Alors j'en ai fait. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Ouais. C'est vrai que ça fait 15 ans que je fais ce métier. Aujourd'hui, il faut savoir que le doublage, ça prend du temps. Ouais. Beaucoup de temps.
Et donc, pour l'instant, pas de projet sur scène, plus sur le doublage, parce que c'est mon métier principal. Mais après, sinon, il y a la musique aussi, beaucoup. Donc voilà. Ok. Alexis, toi qui es là depuis les années 90, en tant que comédien et aussi comédien de doublage, est-ce que tu as vu cette évolution qu'il y a maintenant dans le métier justement du doublage en termes de technique, peut-être en termes aussi de technologie? Tu as vu une amélioration toi, j'ai connu, ça y est, ça fait l'ancien, j'ai que 43 ans, mais j'ai connu l'époque de la bande magnétique pour le son, des pellicules 35 où il fallait charger les grosses bobines, ça prenait du temps, et puis la numérisation, quoi. Donc j'ai vu tout ça évoluer, les délais se réduire. La technique a vachement changé, ouais. Après, dans la façon de faire, non, mais les supports ont changé, ouais. Donc, mais bon, ça, c'est technique. Hein. Ça vous a simplifié la vie, quand même. Ouais, ça nous a simplifié pour aller chercher des scènes. Avant, c'était pas physiquement possible de faire toutes les scènes d'un personnage à la suite, parce que ça prenait du temps physiquement d'aller chercher les scènes, parce que c'était des pellicules, tout ça. Maintenant, c'est numérique. En une seconde, tu vas où tu veux et tout. Ouais. Donc, j'ai vu l'évolution, c'est marrant. Et voilà, quoi. Eh bien, écoute, très très bien. On va passer maintenant à une question du public, messieurs, dames. Et je vois que ça commence à lever les mains. Est-ce qu'on a un micro à faire passer, s'il vous plaît, pour la demoiselle qui est juste là? Je t'ai vu, t'inquiète pas. Tu m'as regardé comme ça, mais moi, ok? T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Bah, bien sûr. Attendez, ça parle entre eux. T'as connu quoi? Qu'est-ce qui se passe, Alexis? J'ai connu le bar de dubbing, un studio où il y a un bar à un moment. Il y a un bar. Moi, je l'ai pas connu, moi. Tu es trop jeune, Enzo. 90, j'étais pas né. T'es pas né. T'es pas né. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, moi je m'appelle Marie. Salut Marie, comment ça va? Marie. Ça va très très bien. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour Marie. Ta question. J'ai une question pour Alexis Thomasian. Ouais. Sur Twitter, cette semaine, vous avez partagé une anecdote par rapport à Futurama et votre scène la plus triste. Ouais. Moi, c'est ma question par rapport à Scrubs. C'est quoi votre scène la plus triste que vous avez tournée sur Scrubs et avec JD? Sur Scrubs, je crois que c'est quand l'épisode avec son frère, là, quand ils sont au cimetière et tout, donc c'est vachement émouvant. Mais il y en a plein des scènes de... C'est une série comique, mais c'est ça que j'aimais bien dans Scrubs, c'est que parfois ça te cueillait comme ça, tu t'y attendais pas, et ça devenait vachement émouvant. Alors après, il y a eu 9 saisons et je sais pas combien d'épisodes, mais t'en citer une comme ça. J'ai le souvenir de cet épisode, mais je veux pas spoil, on sait jamais s'il y a des gens qui regardent, mais ouais, l'épisode avec le frère et tout. La scène avec Brendan Fraser. Voilà, exactement. Ouais, c'est super. Et puis c'est bien amené, c'est fin, c'est un jeu subtil. C'était ça qui était vachement bien dans Scrubs. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci Marie. Juste pour rebondir là-dessus, de tous les personnages que tu as pu interpréter lors de ta carrière, oh là là, il la sent venir la question. Il y en a trop que j'aime. Il la sent venir. Est-ce que tu as un affect quand même pour un personnage, un affect vraiment? C'est trop chaud. C'est trop chaud. Ouais, un top 3 alors. Allez, un top 3. Fry de Futurama. En combien? Martin Mystère. Ok. Je peux pas mettre d'ordre parce que tous ils ont une personnalité, un jeu différent. Je les ai abordés différemment. Light Yagami dans Death Note, c'est un autre délire. Ça n'a rien à voir avec Martin Mystère ou Futurama, mais c'est tellement un kiff pour un comédien de jouer d'interpréter ce genre de personnage. Ouais, voilà. Donc Fry, Martin Mystère, le prince Zuko dans Avatar. J'ai adoré ce personnage. Le prince Naveen dans La princesse et la grenouille, totalement un autre délire, ça chante, il se la pète, prince désargenté et tout. C'est toi qui chantes? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et, Ben 10. Ben 10. Ah, moi je suis désolé, moi c'est un de mes préférés. Voilà. Donc il y en a beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir des rôles tellement kiffants. Cuphead récemment, c'est génial, le Cuphead Show, c'est exceptionnel à jouer. Cyberpunk, voilà. On va en parler d'ici quelques instants d'ailleurs de Cyberpunk. Ça m'intéresse m'intéresse fortement de savoir un petit peu comment tu as travaillé là-dessus, parce que on parlait tout à l'heure, tu disais Scrub où on passait du rire aux larmes. Cyberpunk, ça a un petit peu touché quand même pas mal de monde. Super émouvant. Au niveau de l'histoire, vraiment. On va en parler justement. Alors la petite passerelle pour l'anime, Enzo, tu me disais que tu étais un grand fan d'anime. C'est vraiment quelque chose qui te passionne? Tu aimes bien tout ce qui est anime, manga, tout ça? Parce que là, à l'heure actuelle, tu es la voix du héros principal dans Demon Slayer.
Voilà, Tanjiro. Donc du coup, Tanjiro. est-ce que tu connaissais ce manga à la base? Est-ce que tu le connaissais? Alors peut-être que tu es, comme beaucoup d'entre nous, un passionné de manga, que tu lis peut-être des scans, que tu entends parler de ces séries au Japon qui vont arriver prochainement en France, en anime et autres. Est-ce que tu étais un passionné? Est-ce que tu aimais déjà? Tu connaissais Demon Slayer? Et comment tu en es arrivé à travailler sur la série? Alors, oui, je suis très passionné par tout ce monde-là. Demon Slayer, j'adorais ça. Je l'avais déjà vu. Donc, il faut savoir que la VO sortait avant. Donc, je l'avais déjà regardé 2-3 fois, déjà. Et en fait, je ne savais pas sur quel produit j'allais faire mes essais ce jour-ci. Donc, j'ai été appelé. On m'a dit, voilà, Enzo, à midi, tu passes un essai. Ok, j'arrive. Et en fait, je vois donc Tanjiro, Zenitsu. Et là, je me dis, oui, trop bien, c'est Demon Slayer. Ok. On me dit, ton essai, ça sera sur Zenitsu. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Je suis content. Mais j'ai une petite préférence quand même sur Tanjiro. Parce que Zenitsu, je trouve qu'il pleure tout le temps. Il Vraiment hurle. tout le temps. Il hurle beaucoup. Il aussi. hurle, il est fatigant. Mais il est adorable, je l'adore quand même. Mais voilà. Et donc, je me dis, est-ce que je peux faire aussi Tanjiro en essai? Et il me dit, bah bien sûr, vas-y. Et c'est la scène avec sa sœur, quand elle devient démon. Et donc, je la connais par cœur. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois jouer. Et donc, je me donne à fond. J'ai rien à perdre. J'y vais, je suis fan, je le dis, je lui dis. Et ça se passe super bien. Et donc, ensuite, je suis choisi pour faire donc Tanjiro. Et je suis très, très content de le faire. Et ensuite, après, on a pu le travailler. Et c'est un de mes personnages que j'ai le plus travaillé en animé. On a eu vraiment le temps de vraiment l'apprendre, d'apprendre comment il fonctionnait, comment il jouait. Parce qu'il est, il est dur. Hein. Il est dur à jouer parce qu'il crie, il pleure. C'est un héros aussi en même temps. Et donc voilà sur ça. Ensuite, il faut savoir que moi, j'ai mon premier animé, parce que moi, je regarde surtout des animés. Ouais, ok. Voilà, je suis plus animé. C'est Clannad. Je sais pas si vous connaissez Clannad. Tu as dit Clannad? Oui. Je ne connais pas. Tu ne connais pas? Non, je connais pas. Personne connaît? Qui connaît Clannad? Levez la main, hein. N'ayez pas honte. Ouais. Hein. Ok, très bien. Alors en fait, il faut savoir que c'est ma grande sœur qui regardait ça. Ok. Et je lui disais, mais pourquoi tu regardes des trucs japonais je comprenais pas, moi, à l'époque. Pourquoi tu regardes ça? Et elle me disait, mais Enzo, t'as pas regardé, donc tu peux pas savoir. Voilà, et je lui dis, bah d'accord. Je dis, mais de toute façon, ça m'intéresse pas. Et en fait, quand elle est partie, j'ai pris son ordinateur et j'ai regardé Clannad. Et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Et elle m'a dit, t'as aimé? J'ai fait, ouais, c'était moyen, ça va, Oh là là. voilà, c'est moyen. Donc j'ai regardé ensuite la suite. Et je me suis penché sur ça et en fait, bah, j'ai mangé beaucoup d'animés. Vraiment. Même en cours, je regardais des animés. À la pause, je regardais des animés. Mes potes ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc voilà, c'est vraiment un monde que j'adore, que j'aime. Et c'est encore mieux quand bah, tu peux prêter ta voix pour ces animés-là. Bien sûr, en plus, Demon Slayer, j'ai envie de te dire, qui est un petit peu l'animé qui fonctionne énormément en ce moment. D'ailleurs, il y en a plein qui vont arriver. Alors, tu dis que tu es friand d'animé. Est-ce que, je sais qu'Alexis, bon, tu disais que tu as fait Light et haut, donc toi aussi, tu as eu cette chance de jouer des grands rôles, des grands personnages, même des antagonistes dans les animés et autres. Tu en regardes aussi des animés ou pas, toi? Ouais, c'est vrai. Ouais, j'adore ça. C'est vrai, tu es friand de ça? Ouais. Ok. Mais- Alors, ma question pour tous les deux. Vous avez eu la chance d'interpréter déjà de grands personnages de manga adaptés en animé. Je vois que vous aimez ça. Est-ce qu'il y a un protagoniste, un personnage que vous auriez aimé interpréter et que vous n'avez jamais interprété en animé? Ça va être des trucs d'enfance. Moi, ça va être des trucs d'enfance. Ouais. Bah vas-y, alors en truc d'enfance. Ouais, Nicky Larson, j'aurais bien aimé. C'est vrai? Ah, mais grave. C'est vrai? Mais grave. j'aurais Ryo aimé. Saeba? Ah ouais, j'aurais aimé. C'est un peu genre, ouais, c'est un peu. Franchement, quand j'ai fait Martin Mystère, je pense que ça m'a influencé Nicky Larson. C'est vrai? Je regardais ça quand j'étais petit, le côté. Mais tu sais que maintenant, Ça, ouais. alors c'est un truc de fou Ça ce que m'a- tu es en train de dire, Alexis, puisque se maintenant, nourrit de tout ça, maintenant que tu me sors ça sur Martin Mystère, je suis en train de faire la comparaison avec Ryo Saeba dans City Hunter, Nicky Larson, et je me dis, ah ouais, effectivement, ouais. Il y a des trucs, ouais, Il y a un forcément. petit Tu peu, te ouais. nourris de ce qui t'a influencé dans ton enfance, de ce que tu as regardé, ce qui t'a inspiré, quoi. Ouais. Et je me rappelle qu'au niveau du jeu,
Nicky Larson, je trouvais ça, enfant, je trouvais ça génial, je trouvais ça inventif, créatif. Ouais. Il y avait des ruptures, tout était nourri, il n'y avait pas une phrase qui était balancée comme ça pour rien, il y avait du sous-texte partout et je trouvais ça fin. Moi, je décelais l'œil qui pétillait. C'était Vincent Ropion qui faisait Nicky Oui, c'est vrai, Larson. c'est Vincent, Et j'adorais ce côté qu'il lui avait donné, et délirant, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est un petit personnage qui aime les femmes, Ouais, ouais. qui peut être sérieux, mais qui Ouais. peut passer du sérieux au loufoque en une seconde. Et après, dans les trucs plus badass, ça serait Mendoza dans les Cités d'Or. J'adorais ça. C'est vrai Ah ouais, j'adorais. Mendoza dans les Cités Ah ouais, d'Or j'adorais. Ça, c'est un Ok, truc que j'aurais aimé d'accord. faire, ouais. Super. Aujourd'hui, voilà. Ah ben attends, franchement, merci pour cette réponse, parce que De du rien. coup ouais, je trouve ça vraiment cool. Toi, Lorenzo, alors là, attention, hein, on a du lourd. Hein. On a Oh là Rio là. Saiba, on a Mendoza. Toi, Enzo, Alors, quel personnage tu aimerais interpréter ou tu aurais aimé interpréter? je suis désolé, Alexis, mais je vais te voler Ben 10. Ah, bah, avec C'est vrai Ah ouais, je suis désolé, moi, j'ai bouffé Ben 10 D'accord. vraiment tous les jours. J'adore ce personnage, j'adore. En plus, il est interprété par Alexis, donc c'est encore mieux. Sinon, en animé, bah après, le problème, c'est qu'il y a déjà des voix dessus, donc Ouais. c'est dur de se positionner là-dessus. Bien sûr. Si j'avais une voix un peu plus grave, j'aurais voulu faire Rengoku. J'aurais bien aimé. Ouais. Mais malheureusement, je vais rester sur Tanjiro. C'est ce qui est déjà pas mal. C'est ce qui est, j'ai envie déjà de très dire. bien. Ensuite, après, il y en a plein. J'aime beaucoup le rôle aussi de Bastien sur My Hero Academia. Ok. Donc voilà, il est très bien interprété aussi par lui. Sinon voilà, il y a de tout en fait. T'as envie de Ouais, tout faire. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et puis j'ai envie de te dire, il y a énormément de choses qui vont arriver dans les prochaines années. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de vous revoir, peut-être dans les personnages justement que vous auriez aimé interpréter. Donc du coup, fatalement, encore une fois, merci beaucoup. Une question, voilà, encore, ça y est, c'est à vous. On va venir à la personne qui est juste là, s'il vous plaît, qui lève la main depuis tout à l'heure. Et alors, continue de lever la main, vas-y. C'est toi. C'est à toi. Hello, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alex. Salut Alex, ça va? Ouais, ça va. Tu Salut. passes un bon moment, Alex? Ouais. Ah, bah Queue nous pour aussi. l'instant, on se pose enfin. De quoi? Beaucoup de queue entre l'entrée et la queue pour pouvoir avoir les dédicaces. Ça a été long, mais on peut enfin se poser et apprécier. Eh bien, écoute, voilà, tout à l'heure, tu auras ton Graal, la petite dédicace, tu vois, d'Alexis et d'Enzo. C'est pas fou, ça? Allez, ta question, alors. Je voulais savoir votre avis par rapport au simuldub. Je vois de plus en plus ça apparaître depuis 2022. Je sais pas si ça existait avant, mais je voulais savoir si vous trouvez ça mieux, moins bien, ou si ça se vaut au doublage un peu plus classique, on va dire. C'est un aspect technique surtout, c'est que maintenant, ouais, le simuldub, c'est un épisode à la fois par semaine en simultané avec la sortie japonaise. Ouais, c'est ça. Voilà, donc après, moi, c'est plutôt par rapport au public, si ça plaît au public ou pas. Moi, en tant que comédien, ça ne change pas grand-chose. Enfin, si, à part... d'habitude, on enregistre les épisodes par 2, par 3, et là, c'est un épisode chaque semaine. Donc, pour nous, c'est un aspect technique, mais tu connais mieux le processus, je crois, que moi. Ouais, alors Simuldub, c'est top. Pour moi, je trouve que c'est fabuleux. Avant, tu devais attendre 6 mois pour avoir une VF. Je sais pas si tu t'en rappelais. Maintenant, tu les as directement, un épisode par semaine. Alors maintenant, après, c'est vrai que ça amène beaucoup de difficultés. Il y a plus de choses qui rentrent en jeu. Les comédiens, pardon. S'ils sont malades, comment tu fais? Souci, il me semble, sur My Hero. Il y a eu le souci, il me semble, sur My Hero. Eh non, mais parle dans le micro, on t'entendra pas. Ah oui, ça Oui, remonte. c'est bon. Je disais, il me semble qu'il y a eu le souci justement sur My Hero Academia récemment. C'est ça, avec Bastien qui était malade. Il faut savoir, bah voilà, moi je trouve que c'est top parce que ça permet de promouvoir la VF et aussi de pouvoir donner à plus de personnes une VF le plus rapidement possible. Voilà, maintenant ce qui va être le plus dur à gérer, c'est la qualité aussi, parce que c'est vrai que si on se dépêche et si on fait tout pour pouvoir vous donner une VF dans les temps impartis, ça impacte aussi la qualité, donc il faut trouver un juste milieu. Et c'est pour ça qu'il y a les équipes qui sont derrière pour trouver ce juste milieu. Ils font le maximum. C'est compliqué, c'est un truc nouveau
qui marche très bien. Et en ce moment, ils arrivent à trouver le bon équilibre pour vous offrir des très bonnes VF. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous poser une question. Vous avez tous les deux fait des animés. On sait que les Japonais ont une façon de jouer qui est très théâtrale, enfin qui n'est pas du tout pareil que tout ce qui peut être latin ou autre. Est-ce que vous, c'est assez difficile pour vous de doubler des animés japonais, plus difficile que de doubler un film ou une série américaine, ou vous réussissez à bien adapter quand même. Parfois, on parlait tout à l'heure d'un personnage qui pouvait hurler, il faut savoir l'adapter quand même, et c'est pas facile. Ouais, moi je pense que c'est une adaptation culturelle en fait. C'est à nous de transposer les émotions qu'on ressent par rapport à la VO japonaise et au texte, surtout au texte en français, à le transposer culturellement à la France et à y mettre les émotions qui sont propres à notre culture, tout ça. Parce que si on se calquait vraiment sur le japonais, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est à nous d'être assez subtils pour faire partager les émotions qu'on ressent à travers le texte, l'animation. Donc non, c'est un super travail. C'est assez différent du travail de doublage de film, où là on est plus au service d'un acteur qui a tourné et dans une certaine proportion, on refait ce qu'il a fait en l'adaptant aussi, mais le plus fidèlement possible. Dans l'animation, tant que tu es au service de l'image et du texte et que tu joues la situation, tu as beaucoup plus d'amplitude. Donc il y a plus de création dans le doublage d'animation. C'est pour ça que je préfère l'animation, parce que c'est là où vraiment tu peux vraiment interpréter un rôle à ta façon. C'est comme si, par exemple, pour faire une comparaison, il y a une pièce qui se joue à New York, à Londres, à Tokyo, et tu la montes en France. C'est pas de la copie, c'est une adaptation. Tu vois, le doublage d'animé, moi je vois ça plutôt comme ça, comme une adaptation culturelle et où tu rejoues. Ouais, il faut trouver un équilibre pour respecter la culture japonaise, en même temps l'adapter en France. Ensuite, il faut savoir un truc, c'est que nous, en tant que comédiens, on travaille aussi sur de l'allemand, sur de l'anglais, sur du chinois. Il faut s'adapter. On est formé à ça. Ensuite, après, on a la chance d'avoir des directeurs artistiques. Ils sont là pour nous guider. Et donc, on n'est pas perdu. On n'est pas seul. Donc, c'est pour ça que tout se passe bien ensuite. On a aussi après l'adaptation, parce qu'il y a des adaptateurs qui travaillent aussi sur les textes. C'est vrai que c'est différent. Tu ne vas pas adapter de la même manière du japonais que de l'anglais. Et même aussi, les gros mots ou tous les autres trucs, il faut adapter correctement pour que ça passe très bien en France. Alors, on parle d'adaptation. Est-ce qu'il vous est arrivé, alors je me doute un petit peu de la réponse, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'improviser sur certaines des séries sur lesquelles vous ayez participé, mais de l'improvisation, c'est-à-dire, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être adapter un dialogue, une blague qui ne va pas avoir de sens en France, sûr, ouais. Et peut-être l'adapter pour un public assez français. Et du coup, est-ce que vous avez le droit parfois, suivant les séries, à des petites impros? Bon, j'ai mis un petit tic de langage là-dedans ou autre, mais c'est pas du tout ce qu'on entend dans la version américaine ou autre. Est-ce que ça vous arrive? Oui, il y a des libertés. Alors déjà, il y a le travail de l'adaptateur. Par exemple, il y a un très bon adaptateur et comédien, William Corrin, c'est lui qui écrit les South Park. Et c'est ce qu'il fait, c'est génial. Et quand il y a des blagues en américain qui ne marchent pas en France, avec des rêves qu'on n'a pas, sur des personnages publics américains qu'on ne connaît pas ici, lui, il trouve l'équivalent qui va parler au public français et qui va le faire rire. Donc, c'est génial de transposer ça. Et nous, on a parfois certaines libertés. Si on trouve un truc qui est pertinent, on nous laisse le faire, tu vois. Mais voilà. Vous n'êtes pas enfermé, quoi. Du coup, ça peut arriver. Ça veut dire pas sur toutes les prods, mais ça peut arriver. Il s'est passé un truc extraordinaire sur Ranking of Kings. Je ne sais pas si vous avez vu Ranking Bien of sûr. Kings. Donc Alexis fait le rôle de Ombre. Il faut savoir que Alexis, il avait champ libre. Il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est vrai? Ouais. Comment ça, on suivait pas la VO. Enzo, c'est fantastique ce que tu viens de dire, parce que du coup, maintenant, je rebondis. Comment ça, on avait le champ libre alors? Parce que là c'est vraiment l'animation, elle est super précise. Le personnage, c'est une petite ombre. Tu peux faire passer tout ce que tu veux. Donc là, moi, là-dessus, c'est le texte, quoi. C'est le sentiment du texte. C'est ce que dit le personnage que j'interprète, quoi. Donc ensuite, tu peux avoir
écouter un peu la VO pour avoir une idée des niveaux, tu vois, pour être Bien sûr. en cohérence avec les autres. Mais après, c'est champ libre sur l'interprétation. Moi, j'ai travaillé la diction, les onomatopées, la façon de dire certains mots, voilà, de donner un rythme à certaines phrases pour donner un rythme différent. Il a créé surprenant. la création. C'est champ libre, c'est ça, quoi. C'est de l'interprétation, c'est de la recherche, c'est du kiff en fait. C'est tout ce que j'aime. C'est pareil pour Cuphead. Le Ouais. Cuphead Show, c'est voilà, trouver la voix qui correspond au personnage, le faire vivre, le remplir avec ce qu'il fait avec ses yeux, ses mains. Voilà, remplir l'image et puis se servir du texte parce que voilà, on est des comédiens et le texte c'est super important, quoi. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Toi aussi, tu travailles justement sur Ranking of King. En oui. tant que directeur artistique, oui. Oui, en tant que directeur artistique. Ouais. D'accord, c'est super ça. Du coup, en plus de comédien de doublage, on passe aussi à directeur artistique. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu au public ce que c'est d'être un directeur artistique sur une série? Alors, le directeur artistique, c'est celui qui va avoir en main le projet et il va devoir tout faire pour que ce projet soit magnifique. Donc, il va contacter des comédiens de voix, il va gérer les plateaux, il va les diriger, donc il va accompagner ses comédiens pendant plusieurs journées. Et ensuite, il a terminé son travail, ça sera mixé, il va regarder, il va faire des retakes s'il a envie. Voilà, il va superviser vraiment son projet, c'est son projet. Il doit tout faire pour que son projet soit réussi. C'est ça le rôle d'un directeur artistique. Très bien. Alexis, toi, tu as travaillé aux côtés de Brigitte Lecordier, Yes. justement sur Ranking of King. Et dans cette série, pour une fois, elle ne parle pas. C'est ça qui est fort. Et c'est ça, et justement, je voulais revenir à ça, c'est ça qui est très fort, Ouais. puisqu'on a l'impression que c'est un exercice qui est encore plus difficile. Ah ouais, elle fait passer toutes les émotions du petit prince Boji par des onomatopées et elle arrive à faire ressentir toutes ces émotions juste en couinant, quoi. Et c'est un super travail, quoi. Elle a fait un super taf, ouais. On lui fait un gros bisou à Brigitte Lecordier, je ne sais pas si elle nous écoute, à mon avis Bisous. non, mais en tout cas on lui fait de Bisous. très très gros bisous. Merci beaucoup messieurs, on va passer à une question. Alors le monsieur qui est juste là, et toi je vois aussi que tu lèves la main, il y a peut-être des personnes aussi là-bas, d'accord, on viendra vers vous, je vois aussi, eh bien vous savez quoi, on va continuer un petit peu, moi j'ai tellement de questions à vous poser, mais il faut faire participer aussi ce beau public. Comment ça va, comment tu t'appelles? Bonjour Frédéric, bonjour Alexis et bonjour Salut. Enzo. Bonjour. Salut. Léo. Léo? Je voulais poser une question à Alexis par rapport à l'adaptation Netflix de Death Note. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je l'ai pas vu, le film, le live action. C'est ça. On me l'a un peu pitché. Et moi, j'aime tellement l'animé que ça m'a pas tellement donné envie. Bah moi C'était non. pas la même histoire, c'était. C'est le problème, ouais. C'est. Donc, ils ouais, ont un je me suis peu pas tellement bousillé intéressé. tout, Ouais. Je me suis Mais il est cool, hein. Bah moi j'ai pas trouvé, franchement. Toi t'as aimé Enzo le Alors, live action? si on compare aussi entre l'animé et le live action, voilà quoi. Ils ont tué Ok. le Ah ouais, Tu non, peux pas mais, comparer. c'est sûr, Tu peux c'est pas comparer. incomparable, C'est incomparable. Mais par contre, c'est un truc à regarder qui est sympathique à regarder, quoi. Tu vois, si je puis me permettre, juste te donner juste un petit peu mon avis. En ce moment, les Japonais font beaucoup de live action de leurs séries, mais beaucoup, beaucoup, et plus de comédie musicale que vous ne le pensez, je vous le dis. Et à l'heure actuelle, moi, il y a un live action que j'avais beaucoup aimé, mais ça ne parlera qu'aux boomers de mon âge, qui ont peut-être connu cette série, c'est Kenshin. Et Kenshin, il y a plusieurs films du manga Kenshin, en fait, qui sont trouvables, il me semble, sur Netflix, et que je vous invite à regarder, parce que ce sont des superbes adaptations. En termes d'action, de scénario et autres, c'est vraiment très très bien. Et c'est pas ce que je retrouve souvent sur les live action, par exemple tout ce qui est FMA ou même Death Note, parce que Death Note, on parle de quelle version? La version américaine ou la version live action japonaise? américaine. Ah, américaine. Ouais, américaine. Ouais. Américaine, ok. Ouais, américaine. Vous savez qu'ils vont faire une suite aussi, il me semble qu'ils font un numéro 2 de cette version live action américain. Ouais, il faut un Il me truc. semble qu'ils vont faire un numéro 2. Donc ouais, ça doit ouais, juste, et c'est mon avis, hein, pas en tant que comédien, mais en tant que passionné. C'est vrai que les live action, je suis très fan de JoJo's Bizarre Adventure, et je peux vous dire que le live action de JoJo's, il n'est pas foufou. Voilà. Merci Takashi Miike, merci beaucoup. Du coup, tu as répondu, c'est bon, ça te va ou pas? Très bien. On va passer à une autre question. On va aller vers là-bas. Alors, Mister, je vois, il est déjà debout. Il est chaud comme la braise. Bon, comment t'appelles-tu? Alors, moi, c'est Andrea. Comment ça va, Andrea? Super, et toi? Ça va super, Andrea. Ta question? Alors, je voulais te demander
C'est quoi ta meilleure réplique dans Death Note avec Yagami? Like Yagami. Oh là là, Ah, il y en a quelle plein. réplique. Ouais, il y en a tellement. Je suis la justice, tout ça. Et puis, non, surtout la tirade de fin. Je me suis régalé sur toute la tirade de fin, là, quand il révèle je suis Kira. Et tu vas faire quoi maintenant? Tu vas me tuer ici? Tout ça, là, tout le monologue. Il est fabuleux, quoi. Même quand je le vois encore aujourd'hui, je me laisse prendre au truc. Ça me fout des. Et je m'en fous que ce soit moi qui l'ai fait. Hein. C'est vraiment, je suis dans le. Ça me fout des frissons, quoi. Cette révélation, la façon de. L'animation, l'éclairage, la scène en elle-même, je la trouve ouf, quoi. Et sinon, sur les 37 épisodes, il y a plein de répliques, plein de scènes que j'adore, quoi. C'est dur de faire une sélection, mais la scène de fin particulièrement, ouais. D'accord. Merci Andrea, merci beaucoup. Alors, Miss, on va aller vers toi. La personne là de l'Akatsuki qui est juste là. Hello, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Elena. Emma, c'est ça? Non, Elena. Elena, pardon, excuse-moi Elena. Elena, comment ça va? Ça va bien? Eh ben, écoute, ça va super. Alors Elena, ta question. C'était une question pour Enzo et Alexis. Oui? J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous faire un top 3 de vos animés préférés? Excuse-moi, tu as dit Est-ce que vous pouvez nous faire un top 3 de vos animés préférés? un top 3 de vos animés préférés? Sur lesquels on a travaillé? Non, pas ou, nécessairement, je ou, pense des animés, non? Ou ceux qu'on aime, Ceux qu'ils aiment? qu'on a aimé regarder. Oui, Ce- c'est ça. C'est ça, voilà. Ceux que vous avez aimé, Vas-y. regardez. Vas-y. Un tome 3. Tiens, c'est pas facile ça, hein? Non, Ah, c'est dur, hein. C'est pas facile. Hein. Surtout qu'en plus, pour être très franc, et moi qui en consomme aussi, là, ces 2 dernières années, on a eu du très très lourd quand même Ouais. en animé. Hein. Ouais, oh là là. J'irais un Après, ranking moi, ça of va être- King, moi, dans le top 3. Ouais. Que j'étais Ah ouais, c'est assez, assez époustouflé par l'histoire, par l'animation de ce manga et autres. Ça m'a tellement plu que ça m'a poussé à aller vers le manga. Moi, je Ouais. dirais Ranking of King déjà dans le top 3. Ouais, c'est vrai que Ranking of King, même si j'avais pas bossé dessus, j'aurais adoré, enfin j'aurais été fan de l'animé, ouais. Ranking Moi, je of l'aurais King. pas regardé. Sérieux? Ah, moi, Vraiment, il m'a surpris. Je l'aurais pas regardé Ah, je te comprends totalement. Hein, parce je que te c'est pas comprends mon totalement. style Bah, d'animé que je regarde. moi, au Et en contraire, fait, ça a changé les codes, ça tout a la changé. tête En fait, de Boji et de Ombre, mais ça m'a attiré. Mais En fait, direct, ce qui est c'est super vraiment- intéressant dans Ranking of King, c'est que c'est un petit peu le syndrome, à moindre mesure, attention, de Made in Abyss. C'est-à-dire qu'on a des Oui. dessins qui Je sont suis d'accord. très enfantins, avec un scénar derrière qui est assez adulte, en fait, C'est finalement. ça, ouais. Et du coup, quand tu regardes un petit peu Ranking of King, au début, tu vas dire ah, qu'est-ce que ça va être? C'est une série pour les gosses, tu vois. Ça passe à 7 h du matin à Tokyo, enfin voilà. Ouais. Et en fait, mais C'est ça pas qui est du fort. tout, Pas quoi. du tout, pas du tout, pas du tout. Ranking of Kings, ouais. Ouais. Alors, Ok. du coup, alors pour vous, les amis? Ouais, bah, Ranking of King, je suis d'accord. Et après, peut-être ouais, du Nausicaa ou. Ouais, un- Erased. J'aime bien, j'ai bien aimé. C'est. Ils en ont fait une aussi. Ouais. J'ai bien aimé. En fait, il y en a trop. Il y en a trop. ouais, ouais, c'est. Il y en a beaucoup trop. Moi, je pense, C'est alors- horrible de faire ça. Il y a Naruto, One Piece. Alors, moi, ces tu vois, dernières années. c'est, Dernières années, j'aurais dit Ranking of King, j'aurais dit Demon Slayer aussi, parce que j'aime Ouais. beaucoup l'animé de Demon Slayer. Réellement, je trouve qu'il est ultra quali. C'est assez simple sur la narration, mais c'est très 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 quali en termes de design, de car design, surtout d'animation. Du coup, on est bien pris dedans. Et ensuite, en troisième, moi, c'est IQ. Je suis désolé, moi Ah. je vais mettre IQ. IQ. Ouais, je vais mettre IQ. Ok, d'accord. Et toi, Alexis, alors? Non, mais j'ai bossé dessus, alors ça va. non, mais en plus, ouais, sur IQ aussi. Non, mais j'allais dire Cyberpunk parce que c'est la dernière grosse claque Bah que oui, j'ai oui. prise. Ah bah pareil, Cyberpunk, c'est c'est un gros succès. Hein. Et, C'est un truc de ouais, vraiment, ouf. Le studio, c'est quoi? C'est Trigger, non? Le studio Ouais, Trigger. C'est ça. qui fait ça. Les gars, ils ont fait, je crois qu'ils avaient fait Kill la Kill. Ouais. Ils ont fait, mais Ils ont assuré. Ils ont fait Gurren Lagann. Enfin, les gars, c'est que Ah, des c'était ouf. succès. Quand C'était Trigger sort une série, c'est juste complètement fou. Et bah, tu sais quoi? Ça répond à ta question un petit peu, Elena? Oui, merci. Merci Attends, à toi. Est-ce qu'on a le droit de te demander, toi, ton top 3? Bah oui, c'est vrai ça. Naruto, Ok. Demon Slayer Ok. Ouais. et My Hero Academia. Ah ouais. ouais. C'est super bien, My Hero Academia. En plus, là, en ce moment, le dernier arc, enfin, c'est censé être le dernier arc narratif là, en manga, il est ultra quali de ouf, quoi. Vraiment, j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer et comment ça va se terminer parce que c'est vraiment très très bon, tu vois. Pour moi, My Hero Academia, c'est vraiment le typique du shonen qui bascule vers le seinen et je trouve ça assez cool. Donc, c'est bien d'être fan de My Hero Academia.
D'ailleurs, j'étais avec Julien Chastenier, je crois, il n'y a pas longtemps, qui fait la voix de All Might. Qui ça? C'est Julien Chastenier. Julien Châtelet. Châtelet, voilà. Ouais, il est sympa. Julien Châtelet qui fait la voix de All Might et qui est ultra cool, les gars, vraiment. Ouais, il est super sympa. Eh ben, tu sais quoi, merci Elena pour ta question, parce qu'on va faire la passerelle. Ouais. On va faire la passerelle avec l'anime, justement, et surtout avec Cyberpunk. Yes. Donc, du coup, qui est une des dernières productions sur laquelle tu as travaillé, tout du moins où on peut t'entendre actuellement, qui a fait très grand bruit. Pourquoi? Parce que c'est déjà l'adaptation du jeu, du jeu célèbre Cyberpunk 2077, mais surtout parce que ce jeu était aussi adapté du jeu de rôle, justement, Cyberpunk 2077. Et moi, je voulais savoir, quand tu as été justement casté, parce que je sais qu'il y a Dorothée Pousseau, il y a Donna Reignoux, j'ai envie de te dire que c'est la famille. Hein, pour toi, ce casting vocal, c'est la famille. Quand tu as été casté, tu connaissais le jeu, tu connaissais l'univers. Ouais, Qu'est-ce qui t'a un petit peu intrigué? J'avais pas platiné le jeu, mais j'y avais joué un petit peu à sa sortie avec Donald, parce qu'on est très amis dans la vie, on se connaît depuis qu'on est enfant. Et donc, ouais, ça m'a emballé direct. Et puis, l'univers graphique, Night City, ouais, ça me parlait. Et en plus, quand j'ai découvert la série, le rôle, il est fabuleux. Donc, c'était un kiff monumental à faire, ouais. Ça t'a aidé un petit peu de connaître la série pour Non, le parce que doublage, la série, elle peut être indépendante du jeu. David Martinez, il n'y est pas dans le jeu, donc c'est un personnage dans le lore, mais effectivement, voilà, il n'est pas du tout dans le jeu. Qu'on découvre vraiment dans la série. Donc non, ça a été une aventure nouvelle, quoi. Et c'était génial. Merci beaucoup, Alexis. Je t'en prie. On a peut-être encore d'autres questions, mais oui, n'hésitez surtout pas. On va passer à monsieur qui est juste là. Je suis désolé, regarde, il est juste là. Je te fais courir et tout là. Et je pense que ça va être dans les dernières questions parce qu'il est déjà midi, messieurs. Vous avez vu comme le temps passe vite quand on s'amuse. C'est ça, toute bonne chose a une fin. Du coup, ce sera notre dernière question. Ah là là. C'est notre dernière question. C'est parti. Bah du coup, bonjour. Bonjour à toi. Salut. Bonjour. Mais du coup, j'ai une question plus précise pour Enzo. J'ai cru comprendre qu'en plus d'être comédien et directeur artistique, tu as été également producteur créatif, ou tu es encore producteur créatif, chez Crunchyroll. En quoi ça consiste? Tu veux que je te dise en quoi ça consiste d'être Producteur créatif. Créatif producteur. Alors, un créatif producteur, il doit superviser de l'adaptation jusqu'au mix les projets. Donc c'est comme un chargé de prod qui va tout vérifier que tout l'épisode est bien, qu'il manque rien, qu'il n'y a pas des trucs qui marchent pas. Il va s'arranger pour aller dénicher les meilleures voix, d'aller contacter et de se battre avec les comédiens pour dire si, viens sur le projet, allez s'il te plaît, fais-moi confiance. Voilà, se battre jour et nuit pour les animer. Être là s'il y a un souci. Par exemple, un comédien est malade, il va falloir trouver vite une autre voix. Donc il va falloir faire un match voice, voir qui est le plus proche de cette personne-là. Voilà, le créatif producteur, il a un rôle très important au niveau artistique. Voilà, on peut compter sur lui parce qu'il supervise aussi les DA. Donc il est avec les DA, les directeurs artistiques, pour les conseiller. Jamais pour leur imposer quoi que ce soit, il faut le savoir. Voilà, c'est une aide, il faut le comprendre. Donc voilà le rôle du créateur-producteur, du créatif-producteur, excuse-moi. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Enzo. Messieurs, dames, ainsi s'achève notre conférence avec Alexis Thomasian, Enzo Razzito, les amis. Merci à tous d'avoir été présents. On n'oublie pas que vous êtes en dédicace aujourd'hui sur les stands dédicaces qui sont de l'autre côté. N'hésitez pas à aller les voir et surtout à leur poser aussi d'autres questions. Je pense que si vous voulez alors malheureusement j'aurais voulu vous poser cette question mais on n'a pas le temps. Si vous voulez vous lancer dans le doublage ou dans la comédie, vous avez peut-être des petits tips et autres. Je pense que vous ferez un plaisir de répondre à la passion, faire des cours, des sketchs, écrire, jouer, chanter, danser, tout ce qui est expression artistique. C'est beau de vivre sa passion quand même. Hein. Voilà. C'est quand même beau. C'est magnifique. Merci Alexis, merci Enzo, merci beaucoup. Applaudissements pour eux. Salut. Merci.